Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Ils étaient sans doute un peu plus nombreux que l'an dernier, mais le défilé du 1er mai a eu lieu une fois de plus dans une très grande désunion syndicale. Cette année, FO avait rejoint la CGT, FSU et Solidaires dans un cortège très clairement contestataire, alors que la CFDT et UNSA défilaient de leur côté. Une CFDT qui a signé le pacte de responsabilité, alors que la CGT dénonce, elle, un pacte d'austérité. Nous avons intitulé cette émission « Les syndicats et la politique » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Sophie Binet est membre du bureau confédéral de la CGT. Vous êtes conseillère principale d'éducation dans un lycée de banlieue parisienne et participiez bien sûr hier au cortège parisien de la CGT et FO. Michel Godet est économiste, professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Je rappelle votre dernier livre paru chez Odile Jacob, « Libérer l'emploi pour sauver les retraites ». Thierry Pech est lui directeur général du laboratoire d'idées Terra Nova. Je rappelle que vous avez dirigé la rédaction du mensuel Alternative économique. Votre livre, Le temps des riches, anatomie d'une sécession, est lui édité au Seuil. Enfin, Bernard Vivier est directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous êtes professeur à la faculté libre d'économie et de droit de Paris et êtes un spécialiste des rapports sociaux. Peut-être une première question, Thierry Pech. On a l'impression que jamais le mouvement syndical français, alors c'est peut-être une perception, mais n'a été aussi divisé. Alors, il a souvent été divisé, le mouvement syndical historiquement, français. hein. C'est même une de ses particularités par rapport à beaucoup d'autres en Europe. Mais là, on a le sentiment que la divergence est à la fois profonde et presque assumée. C'est ça. Ouais. Vous savez, moi, j'étais un observateur assez attentif à une certaine époque du débat syndical et j'avais toujours le sentiment que la CFDT, par exemple, se distancier de la CGT, mais toujours avec un peu de complexe. La CGT était plus grande. Bon, on a le sentiment que les élections de représentativité qui ont eu lieu il y a maintenant quelques mois ont décomplexé la CFDT, puisqu'elle est dans la roue de la CGT, à moins d'un point des suffrages exprimés. Donc c'est quasiment la même force, numériquement parlant. Et puis ensuite, surtout, je pense que l'espoir de voir les deux organisations se rapprocher s'est dissipé parce que la CGT n'a pas donné de signe d'un mouvement quelconque ces dernières années. Il me semble en tout cas. On a beaucoup entendu dire quelquefois Thibault fera évoluer la CGT puis il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une interrogation sur l'orientation de cette organisation, je crois. Est-ce que le pacte en tant que tel et l'attitude des deux grandes centrales syndicales est au bout du compte le révélateur de ce que vous êtes en train de nous décrire? C'est-à-dire la capacité de certains à l'accompagner et la grande force des autres à le contester. C'est vrai que c'est un moment de vérité, puisque c'est un moment où la politique économique est une politique d'effort. Donc il n'est pas facile d'accompagner une politique d'effort, et ça suppose beaucoup de discussions. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses, la politique qui est celle du pacte de responsabilité, et puis ce qui serait une politique d'austérité, ce qui est encore autre chose. Il y a des enjeux de compétitivité, des enjeux de désendettement et de réduction des déficits qui ne sont pas exactement les mêmes. D'ailleurs, s'il faut arbitrer entre les uns et les autres, ce n'est pas forcément facile de le faire. Donc, mais c'est vrai que ce contexte politique a créé un rendez-vous qui est difficile pour le mouvement syndical et ce singulier qui est de plus en plus suspect. J'oublie l'histoire qui est une de vos formations, mais voilà, sur la situation aujourd'hui, que diriez-vous de notre mouvement syndical français et peut-être à travers ce qui se joue autour du pacte qui est en débat en ce moment? Je crois que pour répondre à votre question, il faut bien faire la part de l'écume des événements récents. Et nous assistons depuis quelques années à une sorte de va-et-vient, de recomposition, d'alliance, de jeu syndical à géométrie variable. Exemple, Force ouvrière, qui tantôt signe des accords, tantôt ne signe pas. La CFE-CGC, qui signe le pacte de responsabilité, puis ensuite se désengage de ce pacte de responsabilité. Donc, il y a des jeux de calage entre organisations sur fond de désyndicalisation massive. Il y a 3 fois moins de syndiqués aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et puis, il y a... Le terme là que vous employez, c'est, on dit souvent, les syndicats français sont peu représentatifs, mais vous allez plus loin, vous parlez de désyndicalisation massive. Désyndicalisation massive, c'est quand même pas Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas non plus... 3 fois moins en 30 ans, je vous ai bien compris. Il y a 3 fois moins de syndiqués aujourd'hui qu'il y a 30 ans. N'en déduisons pas pour autant que les syndicats sont devenus inutiles, ringards ou dépassés. Ils continuent à occuper un rôle essentiel et nécessaire dans l'organisation de la société. On peut même dire qu'on le veuille ou non, on a tout à fait besoin d'eux. Exactement. Non, donc il ne faut pas en tirer des conséquences en disant qu'ils ne représentent plus que 7% des salariés, donc c'est bientôt la fin. Non, parce que s'ils ne représentent plus rien du tout, par qui les remplacerait-on? Des coordinations, des mouvements d'humeur, des extrémistes, des populistes. Mais sur la photo du moment, voilà. Le fond des choses, c'est que le mouvement syndical français au XXe siècle a été marqué par un gros clivage. Ceux qui étaient dans une logique de réforme, de négociation, et ceux qui étaient dans une logique de rupture, de grève, de barricade, de révolution même. Or, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années même, la CFDT a su évoluer vers un syndicalisme de réforme. Elle en est aujourd'hui un des champions.
Et la CGT aujourd'hui se cherche. Bien évidemment, le mur de Berlin est tombé en 1989. Donc ça fait un moment, ça fait 25 ans. Et à l'intérieur de la CGT, comme à l'intérieur du mouvement syndical, on est en train de redécouvrir lentement, difficilement, mais que le syndicalisme, il est là pour organiser le marché du travail et pas pour contester le président de la République en place, quel qu'il soit. On ne cesse de rappeler à chaque fois, une fois qu'on a dit la CGT, trop contestataire, etc., on finit toujours par dire, ben oui, mais ils n'arrêtent pas de signer des accords sur le terrain. Donc, exactement. Non mais alors pardonnez-moi, mais enfin, où est la réalité? Vous faites un débat entre un représentant du patronat et un représentant de la CGT, ils s'affrontent vaillamment jusqu'au moment où généralement le responsable patronal dit, bah oui, alors je comprends pas parce que sur le terrain vous signez et la CGT fait remarquer qu'elle est capable de le faire aussi. Donc où est la réalité? Oui, parce que la CGT, comme les autres organisations syndicales, sont des milliers de syndicats qui ont une grande autonomie d'action. Quoi, il y a des CGT? Oui, il y a des CGT, comme il y a des forces ouvrières, des CFTC, des CFE-CGC, des CFDT. En CFDT, en ce moment, c'est le sens inverse. La Redoute, la Fédération, la Confédération va pour accompagner un changement et la base renacle. Et à la CGT, c'est un peu l'inverse. On l'a vu, par exemple, sur l'accord sur la formation professionnelle, où la CGT, au niveau national, aurait peut-être pu signer, je ne voudrais pas parler à la place de la CGT, mais en tout cas je commente, j'observe, et l'on a vu la CGT ne pas signer. Alors oui, dans les entreprises où elle est présente, la CGT signe 84% des accords qui lui sont présentés. Et au niveau national, dans les accords nationaux interprofessionnels, elle signe encore, ou en tout cas elle signe peu d'accords. Voilà les faits. Vous préférez quoi, vous, la CGT de terrain ou la CGT nationale? Il n'y a pas de contradiction. Non, mais le problème, c'est que... Si. Apparemment, il y en a une. Enfin, ou alors, si elle n'existe pas, justement, c'est intéressant, expliquez-nous. Quand vous regardez nos représentants dans les entreprises, ils ont globalement des positions qui ressemblent à celles de la CGT au niveau interprofessionnel. Vous aviez bien commencé en disant qu'il ne fallait pas se limiter à l'écume des choses. Je partage. Sauf que, justement, la réalité du syndicalisme, c'est sur le terrain dans les entreprises. La CGT, elle n'a jamais été structurée pour se positionner par rapport à un gouvernement ou à un autre. Mais d'abord, le rapport de force, il est construit au quotidien dans l'entreprise et par rapport au patronat sur la question de la répartition des richesses et pas par rapport à un gouvernement ou à un autre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que... Donc, pardonnez-moi, ça veut dire que ça n'est pas plus dur de pratiquer du syndicalisme sous un gouvernement de gauche que sur un gouvernement de droite? Répondez-moi sincèrement. Ah, c'est quand même différent, oui. De fait, par la division syndicale que ça génère. Ça, effectivement, c'est pas pareil, sauf que au quotidien, le problème, c'est que très souvent, la vision du syndicalisme, elle est limitée à une vision médiatique par rapport à ce qui se passe dans les grands messes qui sont organisées et on ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain. Et donc le quotidien de l'activité de la CGT dans les entreprises, c'est le rapport de force avec le patron, la négociation sur les accords d'entreprise, les salaires, etc. On regarde aussi ce qui se passe dans les conflits et on voit notamment que parfois il y a des entités locales de la CGT qui ne sont pas en accord avec les mots d'ordre de leur CGT nationale ou qui peuvent, vous le savez très bien. On peut vous l'appliquer à vous. Des exemples, mais c'est surtout sur le positionnement. Par exemple, évidemment, quand il y a un chantage à l'emploi, c'est toujours très difficile quand on est le syndicaliste de l'entreprise. C'est surtout, par exemple, ce qui s'est passé pour la CFDT, pour le coup, à la Redoute. Mais en tout cas, nous, sur les équipes syndicales, il y a beaucoup moins de cas de contradiction. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels je voulais revenir. D'abord, la question de la représentativité des organisations syndicales. Oui. Contrairement aux organisations patronales, nous avons accepté que notre représentativité se fonde sur le vote des salariés. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de dire que les organisations syndicales ne sont pas représentatives. Il en faut dire quoi? Qu'elles sont très représentatives, ça personne ne le croit. Hein. Sauf que, de fait, la participation des salariés, elle est importante aux élections professionnelles et que c'est sur leur vote que repose notre représentativité. Alors que les organisations patronales, elles sont juste arrivées du haut. On a dit le MEDEF représente les patrons, c'est tout, et on n'a aucune preuve de leur représentativité. Ce que vous venez de décrire sur le processus d'élection est tout à fait vrai, mais ça ne fait pas. Il n'empêche que 7% des salariés français ou 7 à 8% des salariés français seulement sont syndiqués. Effectivement. Oui. Après, sur la syndicalisation, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. Et depuis 10 ans, la CGT a mis fin à l'érosion de ses effectifs et même on gagne 30 000 nouveaux syndiqués chaque année. On va faire bouillir un petit peu plus Michel Godet et découvrir le premier reportage avant de lui donner la parole. Le défilé du 1er mai a été l'occasion de confirmer le profond désaccord du mouvement syndical, division assumée par la CFDT qui manifestait avec l'UNSA et ceux que l'on qualifie de réformateurs. La CGT-FO entre Bastille et Nation pour dénoncer l'austérité, les cadeaux faits aux patrons et finalement la politique engagée par François Hollande. Emmanuel Valls, signe des temps, le cortège protestataire a été rejoint par des jeunes socialistes et des élus écologistes. Margot Chouraqui et Mathieu Vibo.
Bon, tu as vu que nous sommes épargnés par le temps. Jusqu'à quand? Regarde juste là. Mais ça ne va pas durer longtemps. Laurent Berger et Luc Berry ont réuni péniblement 200 militants pour parler Europe, alors que la CGT et FO manifestent de leur côté en ce 1er mai. Il ne fait pas très beau, mais il fera beau pour personne. On pensait qu'il fallait qu'on illustre, qu'on pouvait se mouiller pour l'Europe, et c'est assez réussi quand même. Et pas seulement. Se mouiller aussi dans les négociations avec le gouvernement, notamment sur le pacte de responsabilité que les deux syndicats soutiennent. Pour le plan de 50 milliards, la CFDT a pesé pour que les plus fragiles soient épargnés. Nous avons obtenu gain de cause sur les petites retraites et le plan pauvreté. Nous devons le faire savoir. On est rentré dans une pratique sociale avec ce gouvernement-là, qui est sans doute le fruit d'ailleurs d'une réflexion de la société française sur le fait qu'on n'a pas de dialogue social véritablement en France. Et on commence à pouvoir réfléchir à des constructions communes et des compromis communs. Donc ça, c'est positif. La CFDT et l'UNSA ont fait le choix d'un syndicalisme réformateur face à une stratégie contestataire incarnée plutôt par la CGT et Force ouvrière. Un choix dont les militants sont convaincus. Les citoyens, les salariés, ils revendiquent de la clarté, de la transparence. Manifester tous ensemble alors qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de points, ce serait, je pense, contre-productif et les salariés ne comprendraient pas. Pourquoi se faire semblant de défiler avec des syndicats avec lesquels nous sommes en profond désaccord sur des sujets aussi importants que le pacte de responsabilité. Le 1er mai, une belle journée pour faire valser le pacte d'austérité. Pas vraiment la même ambiance dans le défilé de Force ouvrière et de la CGT. Le mot d'ordre est clair, la lutte contre l'austérité. Le pacte de 50 milliards d'économies, nous nous sommes, vous savez, prononcés contre ce pacte. Ce pacte, c'est l'accompagnement des 30 milliards d'euros de données cette année encore, en plus des 200 milliards d'euros au patronat. Donc je pense que le pacte, c'est un pacte d'austérité. Il faut appeler les choses par leur nom. J'aimerais l'entendre dire, moi, président, je vais travailler à plus de justice sociale, à réduire les inégalités. Moi, président, je vais compter sur les services publics et sur la fonction publique pour relancer notre pays. Oui, bien évidemment, 2 ans après, en matière de politique économique et sociale, je crois qu'il y a de la déception et je crois que le gouvernement doit changer très vite de cap. De la déception, même dans les rangs socialistes. Bonjour, les socialistes contre l'austérité. Et des jeunes militants, pas toujours bien reçus. Ils sont en train de nous la mettre, encore une fois, sur la politique de Sarko. Mardi dernier, les députés ont approuvé le plan de 50 milliards d'économies de Manuel Valls, mais avec 41 abstentions dans les rangs socialistes, une première qui fait aujourd'hui débat. Il y a eu 41 abstentions, c'est un fait politique qui est inédit à l'intérieur de la majorité. Si les 41 avaient voté contre, ce pacte n'aurait pas été voté. Les écologistes, eux, ont voté contre. Et même s'ils sont dans la majorité, ils défilent aux côtés des contestataires. C'est facile de nous décrier en disant « Ah, ben voilà, on ne sait pas trop où ils sont ». La réalité, c'est très simple, c'est que nous sommes, oui, dans la critique quand c'est nécessaire, mais nous sommes dans la proposition pour améliorer la vie des Françaises et des Français, puis nous sommes aussi dans la mobilisation derrière eux. La roue de la fortune, le 1er mai, on fête le travail, encore faut-il en avoir un. Les écologistes font de l'humour une thérapie en pleine crise, alors que la France établit un nouveau record de chômage. Allez, on va dire pour un CDI. Ah, tu cherches un CDI. Ouais. On joue pour un CDI dans quoi? BTP, énergie. BTP, énergie. Alors, tu sais que tu as très peu de chances d'avoir un CDI aujourd'hui sur le marché du travail. Et tu obtiens un stage de moins de 2 mois. Bravo. La fête du travail n'a pas vraiment mobilisé cette année. Entre 100 000 et 200 000 Français ont manifesté dans tout l'Hexagone. On a une première question de téléspectateur qui est la suivante. La crise de confiance des Français envers les institutions inclut-elle les syndicats? Qu'en pensez-vous? Mais totalement. Je trouve que c'est même dommage. Dans le débat qu'on a eu précédemment, on a vu clairement qu'il y avait un affrontement de positionnement entre ceux qui sont en rapport de force. Vous avez utilisé très clairement cette expression plusieurs fois, c'est la CGT. C'est toujours un rapport de force. Et puis la CFDT qui était plus réformiste, comme ça a été mentionné pour caricaturer. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la maison est en feu, en quelque sorte.
La France, on n'est pas là dans une promenade de santé, on est là pas pour un rapport de force, le feu, il faut l'éteindre, donc on doit jouer un jeu coopératif, gagnant-gagnant naturellement si possible, pas faire payer toujours les mêmes, et pas toujours les riches non plus d'ailleurs, mais pas toujours aussi pas saigner non plus les familles, etc. Alors ce que je crois, c'est le drame qu'on a dans ce pays, c'est que les syndicats ne sont pas assez puissants chez nous. On a vu qu'ils régressaient en représentativité. Il y a un indicateur qui est intéressant, c'est pas le nombre de la proportion de travailleurs syndiqués qui est de l'ordre de 8-8%. On peut discuter, mais c'est l'ordre de grandeur. Mais c'est les gens qui votent au prud'homal. Et c'est le quart des travailleurs qui votent au prud'homal. Et là-dedans, la CGT ou la CFDT, s'ils ont 30% des voix, c'est le maximum. Ça veut dire qu'ils représentent vraiment pas grand-chose. 30%, 25, ça fait 8. Donc on est vraiment... Et c'est triste, il faudrait qu'il y ait plus. Alors, il y a des idées, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... On a des syndicats sans syndiqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin pour vivre. Ils vivent de subventions. Ils vivent même, j'allais dire... Non, mais c'est pas vrai. Le mot le financement de la CGT, c'est les syndiqués, à 80%. Oui, mais en tout cas, il y a un rapport qui suit Nicolas Perruchot, un député qui a été mis en ligne sur le site du Point, je vous invite à le regarder. Moi, j'ai fait mon enquête, je me suis demandé si c'était juste ou faux. Si le rapport n'avait pas été publié, c'est peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vérifiées. Rien n'est faux. Tout le monde a dit c'est vrai, mais on ne peut pas le dire. Pareil pour nos comptes, publiés et certifiés. Il y en a qui sont plus blancs que blancs, mais en attendant, je constate qu'il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui sont détournés notamment au travers de la formation professionnelle, les fameux 32 milliards, dont 6 milliards d'euros qui sont dans les OPCA, ou c'est les organismes paritaires, etc. Et donc tout cet argent, c'est malsain. Le pouvoir, il faut le reconnaître, a pris conscience que ça ne pouvait pas durer. Et qu'il fallait. Alors vous savez ce qu'ils ont décidé? C'est la loi qui a été votée au mois de janvier. Ils ont dit si vous n'avez pas de syndiqué, c'est pas bien de prendre l'argent dans la caisse de la formation professionnelle, on va créer un impôt supplémentaire. Alors qu'il était plus simple d'imposer, comme l'a fait AXA par exemple, le chèque syndical, qui permet notamment aux chômeurs, parce qu'on n'en parle jamais, on parle des syndicats de travailleurs, mais personne ne défend les chômeurs. Qu'est-ce que c'est que le chèque syndical, en 2 mots? Le chèque syndical, chez AXA, ça a été instauré il y a une vingtaine d'années, ça marche bien. On donne à chaque travailleur, et moi je propose aussi à chaque chômeur, pour qu'ils soient enfin représentés, un chèque. C'est les patrons qui payent. Et le chèque, si aucun syndicat ne répond aux attentes des travailleurs, il déchire le chèque. Donc les syndicats sont obligés de s'occuper de leur mandat, en quelque sorte, des travailleurs et de leurs aspirations. C'est pour ça que le phénomène des bonnets rouges, par exemple, ça ne plaît pas du tout à nos syndicats officiels. Parce que dans un territoire comme la Bretagne, qui a une cohésion historique et culturelle, les gens ils se sentent mal représentés par ces Parisiens, parce que c'est toujours des Parisiens, naturellement, et des fédéraux, etc. Et donc, ils s'expriment collectivement, de façon un peu hétéroclite quelquefois, mais ils expriment le fait qu'ils ne se sentent pas représentés dans leur identité et dans leurs aspirations. Et donc les syndicats ont très peur politiquement de ça, et le pouvoir politique aussi. Bernard Vivier, vous vouliez intervenir. Oui, Michel Godet vient de faire ici l'addition d'un certain nombre d'idées reçues sur le syndicalisme que l'on rencontre beaucoup dans notre pays. C'est-à-dire les syndicats, ça mange l'argent des autres, ça détourne de l'argent, ça représente plus qu'eux-mêmes, et la solution finalement c'est les resubventionner par la voie privée, pas par la voie publique. En fait, pour répondre à la question, le syndicalisme... La question était la crise de confiance des Français envers les institutions, inclut-elle les syndicats? Oui, réponse oui. Et toutes les enquêtes qui ont pu être menées, les sondages d'opinion, sont tristement mais massivement dans cette direction. Une fois qu'on a fait ça, on se dit attention, qu'est-ce qui peut donner corps, cohésion à des révoltes ou à un espoir de négociation collective? Et là, on cherche. Sinon, des feux de paille, des mouvements populistes, donc des expressions inquiétantes. Et la réponse structurée, c'est quoi? C'est évidemment de redonner aux organisations syndicales les moyens de refonctionner, c'est-à-dire par elles-mêmes. Un, de ne pas cesser de courir après l'électeur, mais d'aller servir l'adhérent. Deux, de s'occuper d'organiser le marché du travail et de ne pas refaire la société. Le reportage était assez significatif. On est beaucoup dans le « il faut faire contre, on est contre ». Et alors, peut-on pas faire pour ou ne peut-on pas faire avec? Je me souviens un jour, Nicole Notat, grande secrétaire générale de la CFDT. Vous pensez qu'il n'y a pas de rapport, excusez-moi, vous pensez oui. sincèrement qu'il n'y a pas effectivement des rapports de force au sens premier du terme dans l'univers du travail? Mais bien sûr, l'entreprise est un nœud de conflit. Il n'y a que des conflits dans l'entreprise. Le conflit le plus important, c'est d'ailleurs le conflit entre l'entreprise et son environnement extérieur. Le marché, les clients, les fournisseurs, l'État, le percepteur. Bon. Mais à l'intérieur de l'entreprise, bien sûr, vous savez, le mot lutte de classe, il a été inventé, popularisé en France par un certain François Guizot. François Guizot, c'est un ministre bourgeois de la Restauration. Et il était connu pour avoir lancé le slogan « Enrichissez-vous ». Ça préfigurait un peu le slogan de Nicolas Sarkozy « Travaillez plus pour gagner plus ». Donc on ne pouvait pas dire que c'était un révolutionnaire. Et il a dit ceci, la lutte des classes, elle existe. Il faut donc
résoudre cette lutte des classes, il faut la résoudre soit par la recherche du compromis durable, à travers la négociation, ça s'appelle un accord, ou alors par la victoire de l'un contre l'autre, c'est-à-dire finalement deux classes qui s'opposent et qui finalement se déchirent et s'entre-déchirent et se détruisent. Je suis quand même frappé par les propos qui ont été tenus par Laurent Berger qui dit, voilà, écoutez, aujourd'hui, les Français ne font globalement plus confiance ils constataient, une fois de plus, on lui disait, regardez, vous êtes peu représentatif, mais enfin, vous, en ce moment, vous êtes en train d'être rentré dans une négociation avec le gouvernement. Il dit, mais nous ne partageons pas la même vision de la démocratie sociale que la CGT, et la place des syndicats, c'est évidemment de contester, mais aussi de proposer. Donc, que lui répondez-vous ? Vous qui êtes dans l'organisation qui est en face, si je puis dire. Que nous, justement, on considère effectivement que la négociation, elle doit s'appuyer sur un rapport de force, qu'on ne peut pas aller négocier sans construire de rapport de force, mais que de l'autre côté, on ne peut pas contester sans proposer et qu'on ne peut pas passer son temps dans la rue sans aller négocier. Et donc, le syndicalisme que propose la CGT, c'est pas un syndicalisme réformiste ou contestataire, c'est un syndicalisme de transformation sociale qui articule la négociation au rapport de force. Et cette division artificielle du syndicalisme, nous, on considère qu'elle n'a pas lieu d'être. Et y compris d'ailleurs dans l'entreprise, quand on regarde au plus proche des salariés, elle n'a pas de sens. Par exemple, sur Alstom, la première chose qu'ont fait toutes les organisations syndicales, c'est faire une déclaration tous ensemble. Si vous regardez tous les rendez-vous revendicatifs qui sont prévus sur le mois de mai, le 15 mai, nous défilons tous ensemble contre la baisse du point d'indice dans la fonction publique et contre les mesures d'austérité. Le 22 mai, c'est les cheminots. Le 3 juin, c'est les retraités. Le 12 mai, il y a une date dans la propreté. Toutes ces dates sont unitaires parce que dès qu'on est proche des salariés, là, forcément, les intérêts des salariés priment sur les intérêts d'organisation. Et c'est ça la difficulté qu'on a. Juste une question sur le dossier Alstom. Que préconise la CGT ? La CGT, elle préconise que l'État prenne ses responsabilités et puisse prendre une part de participation dans le capital temporairement pour permettre des solutions pérennes. Donc, nationalisation temporaire. Nationalisation, non, puisque ça dépend comment on définit la nationalisation. Ça s'appelle comme ça, enfin l'idée, on est d'accord sur l'idée. Nationalisation, il faut être majoritaire dans le capital. Il n'y a pas forcément besoin d'être majoritaire dans le capital. On préconise, dans le cadre de l'intersyndical, justement, que l'État puisse prendre une part dans le capital et puis surtout que les salariés soient associés parce que ce qui a été le plus insupportable dans l'histoire, c'est que les salariés ont été mis devant le fait accompli mercredi alors que ça fait des années que les salariés tirent la sonnette d'alarme. Thierry Pêche, vous vouliez intervenir. Oui, je pense que la divergence entre la CFDT et la CGT est une divergence sérieuse, mais qui ne porte pas tellement sur la manière de faire du syndicalisme. Ça, c'est le discours un peu officiel, finalement. On tend le micro à ma voisine et elle tient un discours que la CFDT pourrait tenir. Il dirait aussi dans une négociation et de rapport de force, d'ailleurs, regardez, on n'est pas complètement sur la ligne du gouvernement, on demande de revenir sur le gel du point d'indice, on demande, bon, etc. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, je pense, la vraie divergence, qui est respectable, mais qu'il faut formuler en tant que telle, c'est qu'ils n'ont pas la même lecture du monde économique et social. Ils n'ont pas la même lecture, je pense. Au fond, la CGT a tendance à considérer qu'il n'y a pas de vrai problème de compétitivité. Ce n'est pas le problème numéro 1 aujourd'hui en France. On peut considérer de l'autre côté que si, il y a peut-être un problème de... Je ne parle pas pour la CFDT, je ne suis pas là pour ça et je n'ai pas de légitimité à le faire. J'entends bien. Mais je pense que le problème de fond, c'est celui-là. C'est une interprétation différente des problèmes économiques et sociaux. Une interprétation différente aussi des intérêts de l'entreprise, des intérêts des salariés. Et des points de jonction entre les deux. Est-ce qu'il faut les considérer comme des intérêts adverses nécessairement ou est-ce qu'ils peuvent être de temps en temps des intérêts convergents? Ce que vous êtes en train de me dire gentiment... Donc c'est pas un problème de méthode. La CGT refuse le monde tel qu'il est et qu'on peut contester et la CFDT a décidé d'essayer de l'amender. Non, si c'est ce que vous pensez, exprimez-le. Je me permettrai pas. Je me sens plus proche, effectivement, des positions de la CFDT. Mais je pense que c'est une différence de lecture du monde qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut mettre sur la table au lieu de dire rapport de force par rapport de force. Tout ça, c'est un peu un faux fuyant, je pense. Oui, mais enfin, la lecture que vous avez du monde génère votre action, moi, je pense vos idées et vos engagements. Et d'ailleurs, c'est parfaitement respectable dans un cas comme dans l'autre. Mais je pense effectivement qu'il y a un gros problème de compétitivité en France, qu'on a un déficit commercial qui est de 3% du PIB, donc c'est très très lourd, et qu'on a un enjeu devant nous qui est de résoudre ce problème de compétitivité. Ça passe par les coûts et pas simplement par les coûts, parce qu'à long terme, c'est pas un problème de coûts. Bon, mais ça passe aussi par les coûts. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie divergence avec la CGT, par exemple. Non, par exemple, tout dépend de la définition. Vous pensez que le travail coûte trop cher en France? Non. Donc il y a bien un problème de divergence. Tout dépend de la définition qu'on a de la compétitivité. Bon, voilà. La CGT, elle a voté au CESE, comme toutes les organisations d'ailleurs, un rapport sur la compétitivité. Conseil économique, social et environnemental. Voilà, merci. Qui date de 2011, qui était d'ailleurs écrit par une patronne. Et ce rapport gagnerait à être mis sur la table de tous les ministres et du président de la République, puisqu'il définissait la compétitivité comme la question du coût, mais en incluant le coût du capital
sociale, les matières premières, le coût du travail, bien évidemment, et aussi la question des taux de change, et ensuite la compétitivité qualité. Donc nous, on veut parler compétitivité sur tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, le problème du débat actuel, c'est qu'on limite la question sur la compétitivité coût du travail et qu'on est en train de s'enfermer dans la voie de la déflation compétitive qui nous enferme dans une impasse, puisque tout le monde fait la même chose autour de nous et que de fait, l'avantage relatif qu'on va avoir à un instant T, puisqu'on va baisser le coût du travail, va diminuer le lendemain puisque les autres font de même. Et je note juste pour finir que ce même rapport disait que les salaires étaient plus élevés en Allemagne dans l'industrie manufacturière qu'en France. Vous venez de nous, je fais juste remarquer que vous venez de nous parler avec beaucoup de facilité exactement de ce que décrivait Thierry Pech. C'est une vision économique du monde. Je vous dis, oui. C'est pas ça, mais moi ça me choque pas du tout. Mais en effet, ça conditionne après les armes que vous utilisez et la capacité qu'on a quand même à se mettre autour de la table pour dire oui, on partage en gros les mêmes actions dans le même monde où à l'arrivée il faudra trouver des solutions ou pas. Ce rapport, il sortait pas, enfin c'était pas un institut marxiste qui l'avait écrit. Mais bien sûr. Le Conseil économique et social, il a été voté à l'unanimité. Il a régulièrement été cité ici. Voilà, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Thierry Pech. Ce que répond ma voisine illustre ce que je viens de dire. Oui. C'est-à-dire, en gros, vous dites, je suis d'accord avec vous pour dire que la compétitivité est un problème multifactoriel, mais on n'est pas d'accord sur la place du coût du travail dans cette échelle. Voilà, disons-le. C'est intéressant de le dire et c'est intéressant d'en parler. Je pense qu'on fait peser beaucoup trop de financement sur les revenus du travail. Beaucoup trop, c'est-à-dire beaucoup plus que nos voisins. Et je pense aussi, comme vous, ça ne m'empêche pas de le dire, que les Allemands ont fait beaucoup trop de modération salariale, ils sont partis beaucoup trop loin de l'autre côté. Oui. Mais rapprocher nos destins suppose que nous fassions un effort sur le coût du travail. Et là, nous avons une divergence, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas est-ce qu'il y a rapport de force ou pas rapport de force. Et je serais tenté de vous dire, et ça ne s'adresse à aucun de vous deux précisément, hein, mais que notamment les chômeurs qui nous écoutent, il va falloir qu'on réponde à leur question à eux, qui est comment je retrouve du travail. Et donc en effet, ces questions de compétitivité, elles jouent là-dedans, on est tout à fait d'accord. Alors, je vous laisse reprendre la parole. Oui, moi je pense que le débat que nous avons est extrêmement intéressant parce qu'il est riche d'espoir. Il y a 20 ans, on aurait eu un débat très bloqué entre experts avec des sensibilités diverses. On aurait eu un débat, l'État peut tout faire, doit tout faire, il faut nationaliser et attention à l'économie de marché, voilà l'ennemi. Aujourd'hui, les frontières se sont effacées. Le monde est uni d'une certaine façon. En même temps, il est terriblement injuste. Mais nous sommes à la recherche d'une organisation de l'économie sociale de marché. Ailleurs en Europe, les syndicats sont dans cette logique-là. En France, les syndicats n'y sont pas tout à fait, mais ayons espoir, ils sont en train d'y aller. Alors évidemment, il y a une organisation qui, fondamentalement, n'a pas encore fait sa mue, c'est la CGT. Parce que depuis 1947, elle était dans une logique contrôlée par les communistes. Ça y est, elle s'en est libérée. Staline est mort en 1953 et le mur de Berlin est tombé en 1989. Donc ça y est, Papa Marx est mort en 1883, Lénine en 1924. On arrête les dates. Bon, ça c'est la nécrologie. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, naturellement, la CGT retrouve ce qu'elle était à sa fondation, c'est-à-dire un mouvement syndical. Elle a 857 unions locales, elle a des dizaines de fédérations, elle sait occuper le terrain et quand on lui présente un texte, elle le négocie. Et très souvent, elle le signe. Je parle des entreprises. Donc, ayons confiance, le naturel syndical, c'est-à-dire organiser le marché du travail et non pas agir contre Sarkozy ou contre Hollande, c'est-à-dire discuter du chômage, de la formation, des retraites, des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux. Ça, c'est ni de droite ni de gauche. Non, mais la CGT, elle l'assume, elle sait aussi de temps à autre s'occuper de politique. Par exemple, quand elle recommande de ne pas voter pour Sarkozy. Hein, donc, non, mais... Oui, elle l'a fait, mais nous le savons parce que les 2 dernières années du quinquennat Nicolas Sarkozy étaient abominablement crispées. C'était une guerre entre Nicolas Sarkozy et Bernard Thibault, alors que les deux avaient quand même organisé des relations bien équilibrées et avaient trouvé un deal convenable pendant 4 ans. Nicolas Sarkozy avait agressé les syndicats. Voilà, c'est ça. Alors, Michel Godet. Après avoir été cul et chemise. Oui, c'est ça. Mais bon. Y compris acheter leur silence. Ni l'un ni l'autre, je ne sais pas si l'expression cul et chemise correspondait à la réalité. Mais tout le monde comprend ce que je dis, c'est ça l'essentiel. Ce qu'on veut dire, c'est qu'au début du quinquennat, on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Voilà. Il y avait un équilibre. La réforme des régimes spéciaux, on découvre aujourd'hui ce qu'on savait dès l'époque, c'est qu'il a acheté le silence des régimes spéciaux, il les a arrosés un peu plus pour faire passer, soi-disant, la réforme et l'alignement sur les autres régimes. Non, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit, c'est que
il dit que c'est plus serein le débat entre nous. D'abord parce qu'on est assez dans l'air. C'est une des seules émissions, je ne veux pas faire de compliments, une seule émission où les différences sont un petit peu respectueuses des autres, des unes des autres. Et dans ce pays, c'est pas toujours coutume. Vous avez vu tout à l'heure, même il y avait des gens qui sont des députés à l'Assemblée, qui soutiennent le gouvernement, mais qui vont manifester contre. Enfin, on est en plein amalgame. Et surtout, moi, je suis heureux de vous entendre aujourd'hui parce que je trouve qu'effectivement, il y a une évolution. La culture économique globale, et les chiffres, les faits, s'imposent quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester, même si on peut discuter la manière de mesurer la compétitivité, on ne peut pas contester que le coût du travail, par exemple, entre la France et l'Allemagne, qui était de 10% inférieur aux 15% en 2001, aujourd'hui, il est pour les services de 15 à 20% plus élevé. Sauf que il n'y a pas que le coût du travail. Industriel, l'Allemagne, les salaires sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Mais bien évidemment, mais on ne peut pas contester. Donc il faut baisser les charges qui sont indûment portées sur le travail, comme l'a dit Thierry tout à l'heure. Je crois que ces chiffres-là, ils sont sur la table, mais les baisser comment? Il faut, ce qui est pris en charge par la dépense publique. En même temps, il faut réduire la dépense publique, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce problème d'alignement. Je ne sais pas si on va parler de la crédibilité du programme du gouvernement. Moi, je salue les efforts, mais je crois qu'ils sont pas réalistes tels qu'ils sont annoncés. Bon, c'était pas le sujet aujourd'hui. Non. Bon, mais c'est très. Donc, merci, c'est bien. Vous faites un effort. Parce que d'habitude, vous partez directement le périphérique. Là, vous êtes revenu sur la voie. J'ai appris aussi à écouter. Pourquoi je suis là. Donc, moi, je crois qu'il faut quand même se poser la question. Vous avez relancé sur les chômeurs, et mon collègue a parlé d'idées reçues. Alors, lui aussi, je vois qu'il en a plein, mais je ne veux pas le dénoncer. Je l'aime bien. Bon, mais les chômeurs, il faut bien s'en occuper aujourd'hui. On ne parle que des travailleurs. Il faut aussi s'occuper des gens qui ne sont pas employés. 60% des entrepreneurs de ce pays sont des solos, comme on dit. Ils sont tout seuls, ils n'ont pas fait le saut du premier emploi. Il n'y a pas de représentation syndicale. Il y a même ceux qui ne veulent pas arriver au seuil des 10, des 20 ou des 50 à cause justement de la représentation syndicale, qui pose plus de problèmes qu'elle ne résout pour ces petits patrons, entre guillemets. Donc il faut aussi enlever ces blocages. Il faut se poser la question de ces blocages et voir comment font les autres pays, qui sont parfois plus efficaces en termes de représentation syndicale que nous, mais dans une vision plus harmonieuse et moins conflictuelle. On va élargir un petit peu la question avec cette question qui est où en est-on de la fameuse cogestion, souvent évoquée, c'est tout à fait normal d'ailleurs, par les partenaires sociaux. À regarder les dernières négociations, visiblement on en est loin, pas de négo tripartite pour le pacte de responsabilité, vous le savez, seule la CFDT et la CFTC ont signé, mais ni la CGT ni Force ouvrière. Pareil pour l'assurance chômage, la formation professionnelle et la sécurisation de l'emploi, sans parler de la grande conférence sociale qui semble, elle, très très mal engagée. Sarah Sisman revient sur tous ces dossiers. C'est une journée de dialogue social, c'est ma marque, c'est la volonté du président de la République. Et cette volonté de dialogue social, elle sera permanente. À peine intronisé Premier ministre, Manuel Valls se dépêche d'accueillir les partenaires sociaux. Quelques jours plus tard, il doit présenter son plan d'économie à l'Assemblée et le pacte de responsabilité. Il entend les consulter. Il y a eu de l'écoute, partage d'informations, donc bon état d'esprit. Nous avons rappelé l'urgence de la situation économique du pays et la grande nervosité des chefs d'entreprise que nous voyons tous les jours et qui ne voient rien venir. En réalité, il ne s'agit pas d'une négociation, mais d'exposer le plan du gouvernement. Au final, seules 2 organisations syndicales soutiennent le pacte, timidement, la CFDT et la CFTC, qui posent leurs conditions. Attention à ne pas revenir sur un certain nombre d'avancées sociales obtenues. Et je pense notamment à la pénibilité. Sur les 50 milliards, par contre, nous, on lui a fait part aussi de l'inquiétude des Français. Il n'est pas question que ce soit les ménages qui payent ce pacte de responsabilité. Malgré le dialogue, d'autres organisations comme EFO et la CGT continuent de s'opposer fermement au pacte, qualifié de cadeau aux patrons. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait une redistribution des richesses dans notre pays. C'est pour ça que nous avons été extrêmement critiques sur les 200 milliards d'euros d'aide au patronat qui sont donnés tous les ans sans qu'on puisse en évaluer l'efficacité. Nous pensons réellement qu'une partie de ces aides serait plus précieuse aujourd'hui si elle servait à augmenter les salaires. Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités, et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. Un dialogue engagé dès le mois de février entre le patronat et les 5 principales organisations syndicales. Le tout devant aboutir à un relevé de conclusions.
Le gouvernement doit s'en inspirer pour finaliser son pacte de responsabilité. Mais rapidement, les divergences apparaissent. Deux blocs se font face. D'un côté, FO et la CGT. De l'autre, la CFDT et la CFTC. Il y a en fait deux blocs qui se dégagent. Un bloc qui dit la situation est difficile, on n'est pas forcément en accord sur tout, loin de là, mais il faut qu'on avance. Parce que 5 millions de chômeurs, ça ne peut pas durer. Parce que la situation économique est catastrophique. Et puis un autre bloc qui dit tout ça est difficile, il y a 5 millions de chômeurs, mais de toute façon on n'avancera jamais ensemble. Le dialogue social, des discussions souvent longues et laborieuses, comme celle sur la réforme de l'assurance chômage. Entre patronat et syndicats, un terrain d'entente est finalement trouvé à 1 h du matin. Droits rechargeables pour les chômeurs qui retrouvent un emploi, régime des intermittents sauvés, un ensemble de réformes qui permettra d'économiser 400 millions d'euros par an et qui ne coûtera rien aux entreprises. Et ça ne plaît pas à la CGT, qui ne signera pas le texte. Aucune contribution supplémentaire n'est dans ce texte de la part des employeurs. Donc ils ne mettent aucun euro sur la table. Malgré les oppositions entre syndicats, nombreuses sont les négociations qui aboutiront à des lois. C'est le cas de l'accord sur la formation professionnelle, signé en décembre 2013, traduit dans la loi 3 mois plus tard. Ou encore de l'accord sur la sécurisation de l'emploi, un chantier primordial pour François Hollande. C'est cette négociation qui est en cours. Elle prendra encore quelques heures, je ne sais pas. Mais je sais que les partenaires sociaux, je leur fais confiance, saisiront cette occasion. Cette volonté d'arrondir les angles avec les partenaires sociaux, François Hollande l'a aussi exprimée en organisant des conférences sociales, comme en juin dernier. Une grande messe qui ne s'est pas révélée être un franc succès. Plusieurs syndicats ont révélé s'y être ennuyés et ne pas vouloir retenter l'expérience. On a une question de téléspectateur qui est la suivante. Quelles sont les marges de négociation des syndicats avec le gouvernement? Et la seconde partie de la question, c'est sont-elles nulles? Alors qu'en pensez-vous? Hop, Bernard Vivier. Oui, d'abord, attention au mot négociation. Le gouvernement, il représente la puissance publique. On ne négocie pas avec l'État ou avec le gouvernement. Quand on parle de négociation, on négocie entre patronat et syndicats. Sinon, ce sont des concertations. Ce sont des concertations, des consultations, mais les mots ont un sens. Les mots ont un sens. C'est important parce que dans notre pays... Oui, mais justement, là, c'est probablement là où l'État pourrait, avec ses propres fonctionnaires, améliorer le dialogue social. Mais on parle là de l'État en tant que garant de l'intérêt public. On ne négocie pas avec l'État quand on est patronat ou syndicat. On est consulté, on se concerte avec lui. Puis après, il prend ses décisions. Et c'est là toute la difficulté. Dans tous les pays européens, il y a une pratique qui s'appelle la pratique du pacte social. Patronat, gouvernement et syndicats se réunissent régulièrement, examine un certain nombre de sujets sociaux et ensuite se répartit d'une certaine façon la tâche. Qui va gérer? On va passer par la loi, on va passer par la négociation. On le fait. En France, non. Nous avons un système de négociation qui très souvent ne fait que préparer une loi. L'exemple de la formation professionnelle le montre. Typiquement une affaire de patronat et de syndicat, l'argent de la formation professionnelle. Mais il a fallu attendre 3 mois pour qu'une loi vienne rendre possible, praticable, l'accord qui avait été établi. On l'a vu l'année d'avant, janvier 2013, l'accord sur la sécurisation de l'emploi. 6 mois après, en juin 2013, la loi qui permet l'application. Nous avons encore un État très puissant et qui, de ce fait, gère et n'est pas garant des relations sociales. Il est trop gestionnaire. Du coup, quand quelque chose va mal, on pointe le doigt et on dit « Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le Président de la République, le chômage ne va pas, c'est votre faute ». D'accord, alors j'ai bien compris la notion de « faut faire attention au mot qu'on emploie », mais alors je vous repose quand même la question, et vous me faites une réponse courte. Dans ce cas, je vais vous dire, quelles sont les marges de concertation des syndicats avec le gouvernement? Sont-elles nulles? On peut peut-être l'appliquer, par exemple, au pacte de responsabilité. Je sais pas. Tout dépend des choix du gouvernement. La question, c'est est-ce qu'il veut bien entendre les organisations syndicales? Est-ce qu'on dit les Français, quand même, au moment des municipales, où il y a eu un vote sanction qui a été très clair par rapport aux politiques menées et à leur déséquilibre, avec d'un côté 40 milliards donnés aux entreprises et 50 milliards d'économies qu'on demande aux Français. Et moi, j'aimerais bien quand même qu'on parle ici des 9% de pouvoir d'achat que les fonctionnaires ont perdu depuis 5 ans avec le blocage du point d'indice et qu'on s'apprête à perdre encore pour les 2 prochaines années. J'aimerais bien qu'on parle du blocage des aides au logement. J'aimerais bien qu'on parle
du blocage de toutes les allocations. Et donc la question, c'est quelle est la marge de manœuvre que le gouvernement se donne. Et nous, on met 3 propositions concrètes sur la table. 3 propositions concrètes. La première, c'est les exemples que vous venez de nous donner, qui Oui. sont en effet des choses très concrètes. Donc je vous pose la question de nos téléspectateurs. Appliqués à ces 3 dossiers, pouvez-vous en discuter avec le gouvernement? Pensez-vous au contraire que voilà, la marge de concertation, de négociation est nulle? Votre réponse à vous, Sophie Binet, c'est quoi? Pour l'instant, le gouvernement n'accepte pas d'en parler. En tout cas, nous, il y a 3 propositions concrètes qu'on met sur la table. La première, c'est la conditionnalité des aides publiques, des 200 milliards euros annuels d'aides fiscales et sociales dont bénéficient les aides publiques, qu'on les évalue, qu'on les conditionne au niveau interprofessionnel et dans les branches. La deuxième, c'est On les conditionne à quoi? Qu'on les conditionne à des objectifs d'emploi, de salaire. Et puis, si le pacte de responsabilité, on avait alloué ne serait-ce que 30% de l'enveloppe à la Banque publique d'investissement, là, on ne se poserait pas la question de l'efficacité et de l'impact de ce financement qui serait immédiat. Deuxième proposition concrète que l'on met sur la table, avec l'ensemble des organisations syndicales au niveau européen, 83 syndicats, c'est adopter un plan de relance à l'échelle européenne, à hauteur de 2% du PIB, qui permettrait de créer 10 millions d'emplois en 10 ans. Et troisième proposition concrète, c'est donner concrètement au quotidien la capacité aux salariés de peser sur les choix stratégiques de l'entreprise et de s'opposer à la financiarisation du fonctionnement des entreprises. Je crois vous avoir bien écouté. J'allais dire, si vous ne deviez demander qu'une chose, enfin une chose principale au gouvernement, ce serait bien de conditionner les aides publiques aux entreprises. Je vous ai bien compris. Ah oui, ça c'est sûr qu'on a un levier majeur. D'accord. Thierry Pêche, vous voulez intervenir? Oui, je pense qu'il y a des marges de négociation importantes, enfin de concertation. Je m'excuse, vous avez fait un cours de civilité jacobine auquel je rends hommage. Effectivement, il vaut mieux dire concertation. Mais enfin, en gros, il s'agit de discuter ensemble et puis de trouver des solutions. Le président de la République a dit qu'il y aura des contreparties. Alors, ce vocabulaire n'est peut-être pas bien choisi, on en pense qu'on veut, mais maintenant, c'est l'élément manquant de l'histoire. Il faut définir ces contreparties. Qu'est-ce que c'est? À quel niveau elles sont négociées? Quelle trousse à outils on peut ouvrir? Bon. On a fait, nous, à Terra Nova, des propositions dans ce sens. Je pense que les choses sérieuses vont commencer. En réalité, on a ouvert une porte. On a dit, voilà, il y aura 30 milliards en tout, 20 milliards CICE plus 10 milliards supplémentaires pris sur la branche famille. On ne peut pas dire 1 000 euros égale 10 emplois, 10 000 emplois égale 100. Non, exactement. Alors voilà, il y a des choses strates dans lesquelles il ne faut pas tomber parce qu'on l'a déjà fait et on a déjà commis de grosses erreurs, notamment la TVA sur la restauration. Il ne faut pas faire des chiffrages nationaux, ça n'a pas de sens. Mais dire, par exemple, au niveau des branches, pour les PME, TPE, on va fixer des catégories d'objectifs. Et selon la situation de l'entreprise, eh bien, elle choisira le premier, le deuxième ou le troisième objectif. Ou alors dire dans les grandes entreprises, ce sera de la négociation d'entreprise. Et puis, voilà ce qu'on peut se proposer. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à créer de l'emploi, à relancer la compétitivité. Bon, comment on peut faire? Il est possible, par exemple, de dire, moi, grande entreprise, je vais privilégier des emplois de croissance, des emplois de développement. Je n'ai pas les moyens, à situation égale, de créer des emplois de commerciaux supplémentaires. Là, je les ai, je vais le faire. Et je propose à mes syndicats de prendre rendez-vous dans un an pour vérifier que je l'ai bien fait. Je comprends parfaitement ce que vous venez de nous dire, c'était très clair, mais qu'est-ce qu'on fait si moi, le patron de la PME en question, j'atteins pas mes objectifs? Vous me retirez mes sous? Non, mais voilà, c'est tout le souci. Il s'agit de se donner des rendez-vous, pas forcément contraignants, pas forcément le pistolet sur la tempe, mais des rendez-vous, moi je pense, il faut croire aussi quand même un peu en la bonne foi des acteurs. Ni les salariés, ni les patrons ne sont là pour se sauter à la carotide tous les matins, c'est pas vrai. Donc s'ils savent qu'ils ont des rendez-vous tous les 6 mois, tous les 12 mois, pour suivre le processus et pour qu'il se continue, ils auront un intérêt tout de même à honorer ces rendez-vous et à ne pas faire n'importe quoi. Michel Godet. Effectivement, moi je voudrais... pas la carotide. Je voudrais souligner le fait que, d'abord, les Français sont perdus sur tous ces pactes. Compétitivité, responsabilité, solidarité, austérité. Je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, suivant les cas derniers. Et en fait, il n'y a rien aujourd'hui. Là, je ne vois pas avec qui on peut pas l'austérité, mais si, il s'appelle, j'ai vu le nom, je vais le retrouver. Ça dépend des journaux aussi. Je trouve que j'ai lu un journal bien. Vous avez raison. Dans le journal, il s'appelait ça austérité. Bon, alors c'était leur manière de voir les choses. Il n'y a rien dans le pacte de responsabilité. Ce qui est d'ailleurs un mauvais mot. Parce que les entrepreneurs, par définition, ils sont responsables. Tous les mois, ils ont des échéances à assumer. Tous les mois, parfois, mais j'en connais, mais vous le connaissez sans doute aussi, des gens qui ne se payent pas quand ils sont en période de difficulté pour garder leur personnel, garder les compétences. Donc, il n'y a rien aujourd'hui face à ça. Et je trouve que le président de la République a dit, on va demander des contreparties. Mais c'est pas simplement ce
ce que vous évoquiez, il y a aussi les idées sur l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, hein? On sait bien que les pays qui ont un taux de chômage faible ont l'apprentissage développé. Vous nous dites quoi, ces politiques au pluriel ne sont pas claires? Non, jusque dans leur terminologie. La responsabilité, c'est pas clair. Parce que c'est déjà presque irrespectueux vis-à-vis des chefs d'entreprise de leur demander un pacte de responsabilité. Moi, j'aurais bien demandé au gouvernement un pacte de compétences et de courage. Est-ce que c'est une façon de nous dire on veut trop encadrer? Pardonnez-moi de vous interrompre. On en fait trop dans l'interventionnisme. Non, je crois que d'abord, quand on parle des partenaires sociaux, les syndicats, c'est aussi les syndicats de patrons. Elle l'a dit tout à l'heure et c'était assez juste, ils sont divisés, ils ont aussi leurs propres contradictions et rivalités entre eux. On peut leur demander, moi je crois que ça a été bien dit un instant, une variété, chacun va s'engager sur ce qui lui paraît le plus important, à condition que ce soit... Il y a aussi le problème de l'emploi des seniors. On met à la casse les anciens aujourd'hui. Et 3 ans avant la retraite, ils partent avec les assédiques, etc. Et finalement, c'est un gaspillage. Oui, c'est un gaspillage pour les collectivités. Bon, ça n'a pas marché, les contrats de génération. On fait un jumelage entre un ancien qui reste et un jeune qui arrive. Il faut revalider. On doit prendre des engagements très concrets là-dessus. On a des pistes. Il ne faut surtout pas faire un truc trop macro en nombre d'emplois, parce que chaque entreprise... L'emploi, c'est un résultat de la stratégie. Ça ne doit pas être une contrainte. Je suis très en retard. Un dernier mot là-dessus, Bernard. Oui, nous avons un État trop interventionniste. L'État est nécessaire, il faut réguler, il faut coordonner, il faut garantir en cas de problème. Exemple Alstom, oui, il est probable qu'il doit intervenir, mais l'État aujourd'hui intervient trop. C'est aux acteurs de négocier, c'est-à-dire patronat et syndicats, c'est-à-dire en clair les branches et les entreprises. Et le développement de la négociation de branches et d'entreprises aura 2 effets heureux. 1, ça réduira les grèves, et 2, ça réduira l'interventionnisme de l'État. Dernier reportage de l'émission, donnant la parole maintenant à Édouard Martin, ancien leader syndical de la CFDT à l'usine ArcelorMittal de Florange. Depuis décembre, il est tête de liste, vous le savez, aux européennes pour le Parti socialiste. Édouard Martin nous explique avoir touché les limites du combat syndical à Florange. Il espère ainsi être plus efficace sur le champ d'action de la politique européenne. Visiblement, pour Édouard Martin, il n'a pas été facile de changer de casquette, mais il veut continuer de faire entendre une voix ouvrière dans le milieu politique. Élisa Coudray et Joël Lefebvre. Je suis, comme beaucoup de Français, je suis un homme en colère. Mais cette colère-là, j'ai envie de la transformer en une action positive. Donc, je m'engage, je deviens acteur et je contribue à mon petit niveau, de manière très humble, à essayer de changer la société, tout simplement. À un moment donné, j'ai vu les limites de l'action syndicale, du combat syndical. Le combat que nous avons mené, c'était uniquement pour, évidemment, essayer de sauver les emplois et le site de Florange. Après, si on veut aller au-delà de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire défendre justement ce modèle de société, ce modèle français, ce modèle européen, eh bien, il n'y avait que l'action politique et c'est pour ça que j'ai décidé de faire le bon. Vous pensez que vous serez plus efficace en tant qu'homme politique qu'en tant que syndicaliste? En tout cas, je ne sais pas, je vais essayer. Ce n'est pas une question d'être plus efficace ou pas, c'est aussi une question de champ d'action. C'est-à-dire que là, je vais, si je suis élu, siéger au Parlement européen, là où bon nombre de décisions qui nous impactent au quotidien se prennent. Donc c'est dans ce lieu de pouvoir qu'il faut être. L'impression que nous avons, parfois, à tort ou à raison, c'est que une certaine classe politique, en tout cas ceux qui sont là depuis de trop nombreuses années au pouvoir, ont perdu le sens des réalités. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est aussi d'apporter cette voix ouvrière, cette voix des gens qui travaillent, des gens qui souffrent, de les ramener les pieds sur terre. Parce que parfois, lorsqu'ils prennent des décisions, lorsqu'ils votent des lois, je ne suis pas 3 fois sûr qu'ils aient vraiment conscience de l'impact que ça a sur notre vie au quotidien. Savent-ils ce que c'est de vivre avec le SMIC, voire même en dessous du SMIC? Savent-ils ce que c'est de pouvoir d'être obligé de fouiller dans son porte-monnaie, de gratter le dernier centime pour acheter sa baguette de pain et finir le mois? Donc je ne suis pas 3 fois sûr qu'ils ont conscience de ça. Certains voient dans votre engagement sous la bannière PS une sorte de trahison. Non mais là, les gens sont en train de juger l'emballage. La vraie question qu'il faudrait se poser, de mon point de vue, c'est est-ce qu'Édouard Martin a changé, oui ou non? Est-ce qu'Édouard Martin a toujours cette arme, cette volonté de défendre une cause à laquelle il croit? Donc voilà, moi je montre simplement comme juge aux actes. Je suis un candidat à la société civile. Je ne suis pas encarté au PS, je ne suis pas le porte-parole du PS, et vous aurez remarqué que ces dernières semaines, ces derniers temps, j'ai ma liberté de parole complète. Lorsque le gouvernement fait des choses bien, je dis que c'est pas mal, et lorsque le gouvernement fait des choses qui ne vont pas, de mon point de vue, de l'intérêt général, je le critique. On l'aura vu avec le pacte de responsabilité. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des autres candidats, des autres partis,
ait cette liberté. C'est compliqué de changer de casquette, de toute façon. En France, c'est très compliqué parce que vous voyez, j'ai discuté avec d'autres collègues, qu'ils soient anglais, belges, italiens, espagnols, tchèques. Il y a des syndicalistes qui sont passés du syndicalisme à la politique et ça n'a posé aucun problème. Il faut juger les gens en fonction de ce qu'ils défendent, en fonction de leurs valeurs. Moi, j'ai simplement envie d'une chose, c'est que, ok, j'en ai pris plein la gueule, je le savais, je m'y attendais, je sais que c'est pas un monde de bisounours, mais si ce pas que j'effectue pouvait ouvrir la porte à un bon nombre de personnes de la société civile qui viennent du monde du syndicalisme, du monde du travail, du monde associatif, etc., eh bien, si je sers ne serait-ce qu'à ça, eh bien, tant mieux. Elle est intéressante cette interview d'Édouard Martin. On a un téléspectateur qui nous dit « Les syndicats ne confondent-ils pas leur rôle avec celui des politiques ?» Qu'en pensez-vous ? Là, on a quelqu'un qui a franchi le pas, qui dit finalement, j'ai échoué, en tout cas, j'ai vécu quelque chose de très dur dans mon combat syndical. Je vais voir si je peux défendre les intérêts de ceux que je voulais défendre au sein d'une charge à la fois politique et à échelle européenne. Alors, Bernard Vivier. Nous sommes aujourd'hui dans une culture très fragilisée en France, parce qu'ailleurs en Europe, les relations entre syndicats et partis sont beaucoup plus étroites qu'on le pense en France, y compris financièrement. Mais le rôle de chacun est... Donc ça veut dire qu'on ne leur ferait pas le procès d'intention qu'on fait souvent en France en disant Exactement. Vous êtes politisé, alors la CGT c'est toujours aligné sur le PC, la CFDT sur le PS. Pourquoi? Parce que le rôle de chacun est clair. Les politiques font de la politique, gèrent le pays, et les syndicalistes font du syndicalisme, ils gèrent le marché du travail. Et il n'y a pas cette arrière-pensée et ce vécu que nous avons vécu tout au long du XXe siècle, d'un syndicat qui se veut aide à un parti pour prendre le pouvoir, ou force autonome de transformation sociale et radicale en rupture. Et nous avons aujourd'hui un espoir, des espoirs au pluriel, de voir le syndicalisme aller dans cette voie d'un syndicalisme de réforme, d'organisation du marché. Martin, aujourd'hui, que fait-il? Il dit « J'ai fait mon temps dans le syndicalisme, j'entends, je souhaiterais faire du temps dans la politique ». C'était une figure, une belle gueule, une forte figure d'un combat syndical. Il n'a pas épargné ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande. Et aujourd'hui, il dit, bon voilà, je change. Mais nous lisons le parcours de Martin avec cette lecture en disant, tiens, ça y est, il revient à un combat politique qu'il n'a jamais cessé d'avoir. Et ce n'est pas tout à fait exact. Il existe des relations entre la CFDT, le Parti socialiste, mais il ne faut pas non plus en faire une affaire. C'est plus du réseau de la connivence que de l'organisation calculée. D'ailleurs, quand Martin s'est engagé en politique, la CFDT a marqué un peu le pas en disant c'est un choix personnel, ce qui est tout à fait exact. Moi, ce qui me gêne, c'est bien qu'il y ait des ouvriers qui soient à la représentation nationale. Oui. Ça, on en manque. On passe notre temps à dire il n'y en a pas. On en manque. Je vous rappelle que la moitié des députés sont fonctionnaires. Donc, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais c'est peut-être un peu de trop. Donc, il y a un vrai problème. Simplement, ce que je reprends dans cette affaire, c'est qu'on ne peut pas dire de quelqu'un que c'est un menteur, puis ensuite aller se mettre sous sa bannière. Il faut peut-être laisser un temps un petit peu de transition. Surtout qu'il a pris la place de Catherine Trautmann, qui était pressentie pour être tête de liste, comme on dit, et qu'il aurait pu se mettre derrière pour apprendre le métier, en quelque sorte, avoir l'espèce de modestie, parce que Catherine Trautmann est quand même quelqu'un de respectable. Qu'on aime ou on n'aime pas, elle a quand même un certain tempérament, etc. Et donc moi c'est ça qui me choque, c'est qu'il n'a pas, finalement on donne l'impression d'aller à la soupe, quoi, d'une certaine manière. Et c'est un peu le sentiment que beaucoup ont parmi les camarades. Et c'est dommage pour la CFDT qui justement tenait bien à faire en sorte que ses leaders ne se marquent pas sur le plan politique, contrairement à la CGT qui peut appeler à voter pour tel ou tel président de la République. C'est son droit, mais on peut aussi considérer que c'est pas sa place. Si vous voulez. Vous êtes en train de dire la politique ça s'apprend, il faut blanchir sous le harnais avant de... Non, je dis simplement que si vous voulez faire de la politique, c'est son droit, mais il y avait d'autres choix dans l'échiquier politique français. Il y a d'autres gens comme lui qui veulent servir autrement. Par exemple, je citais un mouvement qui s'appelle Nous Citoyens, que vous connaissez peut-être, qui dit « Je veux plus du MPS », cette espèce d'amalgame des partis traditionnels qui font la même chose en alternance, en quelque sorte. Thierry Pêche, on peut avoir deux choses. Ce qui dérange Michel Godin, c'est qu'il ait choisi le Parti socialiste. Non, c'est ça. Ce qui me dérange, c'est que c'est qu'on s'improvise pas. Il faut avoir la modestie. Il faut apprendre. Ah, faut apprendre. Alors, il faut blanchir sous le harnais. Oui, sauf que... Non, Thierry Pêche, nous aspirons tous au renouvellement. Peut-être, je vais amener l'idée en deux temps. C'est nous aspirons tous au renouvellement, notamment de ceux qui nous représentent. Donc, en cela, l'engagement d'Édouard Martin est tout à fait respectable. Et en même temps, c'est pas faux de dire que la politique aussi, ça s'apprend.
Ça se pratique. Il va avoir là aussi des déconvenus, des tensions, des. Mais moi, je ne crois pas ça. Hein. Je ne crois pas ça. Je crois que la politique, elle s'est beaucoup professionnalisée et trop professionnalisée. Oh. Et ce qui est gênant, c'est pas tellement les carrières de gens qui ont été que fonctionnaires, c'est les carrières de gens qui n'ont même pas été fonctionnaires, qui ont été assistants parlementaires, puis députés, et qui ne connaissent rien d'autre que la politique. Et donc, c'est pas mal. Entre apprendre et se professionnaliser, il y a une marge. Non, je ne crois pas. Je crois que la démocratie est faite pour faire entendre des voix fraîches et pas des voix professionnelles nécessairement. C'est bien d'avoir des professionnels, des sujets qui sont délicats, qui nécessitent, mais c'est bien aussi d'ouvrir les fenêtres, les portes et de faire entrer d'autres sons, d'autres voix, d'autres expériences humaines. Il l'a traité de menteur, il va le rallier après, c'est un peu rapide. Moi, j'ai du mal à accepter ça en termes de morale. C'est autre chose. Est-ce que vous assumez de dire, Sophie Binet, oui, le syndicalisme, par exemple à la CGT, c'est aussi de la politique? L'action syndicale... Nous faisons de la politique de fait. Au sens large. Après, encore une fois, c'est une question de définition, mais l'action syndicale et l'action politique, c'est deux choses différentes. Nous, on est sur le champ social qui est un champ autonome. Après, je pense que c'est aussi sain que le monde politique soit un peu plus connecté au monde du travail qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie déconnexion. Et puis Sauf surtout... que vous contestez, et il ne me viendrait pas à l'idée de vous le reprocher, mais vous contestez régulièrement des choix politiques qui, en effet, auront oui, bien un sûr, aboutissement dans mais le champ de notre social. point de vue syndical, en partant de la situation des salariés. Et c'est ça la différence, c'est que nous, notre angle d'accroche, c'est quel est l'impact pour les salariés. On est là pour défendre les salariés, point, c'est tout. Et donc, à ce titre... les chômeurs. Et les chômeurs, bien sûr. D'ailleurs, on syndique les chômeurs. Gentil, la CGT, et je pense que le patronat l'a remarqué, en tout cas pendant les négociations sur l'assurance chômage, puisque toutes les semaines, il y a eu des rassemblements de chômeurs, d'intermittents du spectacle et d'intérimaires devant le siège du MEDEF. Donc là, ça, c'est très clair. Mais donc, la CGT, son point de vue, c'est de défendre les salariés. Et à ce titre-là, on a légitimité à intervenir sur l'ensemble des terrains, mais en partant du prisme de la défense des salariés. On va donc passer maintenant aux questions SMS. Est-ce par conviction réelle, par principe ou par habitude que les syndicats s'opposent à toute réforme, nous demande un téléspectateur. Qu'avez-vous envie de répondre, Sophie Binet? Conviction, principe ou habitude? Non, aucune n'est flatteuse, le problème, c'est le début. Les syndicats ne s'opposent pas à toute réforme. Là, j'ai fait des propositions très concrètes. Quand il y a des réformes qui vont dans le sens des propositions de la CGT, on les encourage. Par exemple, le Sénat est en train de voter une proposition de loi sur les stagiaires. Ça fait 10 ans que la CGT réclame un statut pour les stagiaires. On l'a dit clairement, on le soutient. De la même manière, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on a obtenu des avancées, la CGT le soutient, etc. Là, c'est très caricatural, quand même. Les syndicats peu représentatifs ne sont-ils pas en plus trop nombreux et divisés? C'est pour vous, ça? Non, les syndicats non représentatifs. Non, les syndicats peu représentatifs, ça c'est un commentaire, ne sont-ils pas en plus trop nombreux et divisés? On a essayé de réduire le nombre d'organisations syndicales en changeant une loi en 2008. On est resté à peu près sur le même nombre, resté exactement sur le même nombre d'organisations syndicales représentatives. La question, c'est le service à l'adhérence et pas la définition du périmètre de la représentativité à travers l'élection. Non, mais les règles de validation des accords vont pousser les petites organisations à se marier avec les grandes ou à s'en rapprocher beaucoup. Donc il est possible qu'il y ait une concentration. Il y a un rendez-vous dans quelques années. Il est possible qu'il y ait une concentration du paysage syndical à la faveur de ces accords. Maintenant, les grandes organisations, elles, ne sont pas menacées et donc il n'y a pas de raison qu'elles fusionnent. À quoi servent les syndicats pour les millions de chômeurs? À défendre des propositions pour créer de l'emploi, ce que fait la CGT, où on met un certain nombre de propositions, en particulier pour les chômeurs de longue durée, les seniors, les jeunes, etc. On porte des propositions, on le fera lundi d'ailleurs au ministère du Travail. Dans l'affaire Alstom, où sont les syndicats? Malheureusement, on n'a été associé à aucune décision, débat ou quoi que ce soit. On a été mis devant le fait accompli comme les salariés. Et donc, les syndicats se sont rassemblés pour porter des propositions alternatives auprès du patronat et auprès du gouvernement. Ils sont plutôt pour le mariage CGE que Siemens, officiellement. Non, ni l'un ni l'autre. Lisez la déclaration intersyndicale, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, la proposition, voilà, c'est ça. C'est que l'État prenne ses responsabilités parce que, de fait, ce qu'il faut dire sur Alstom, c'est que ce dont il s'agit, c'est le démantèlement d'Alstom. Et donc, ce que les organisations syndicales ont dit, c'est que nous refusons le démantèlement d'Alstom et la séparation entre les activités d'énergie et les activités de transport. Vous dites quoi? C'est la faillite ou la nationalisation? Non, c'est le démantèlement ou, et encore une fois, je ne dis pas nationalisation, on dit rentrer au capital de l'État, comme il l'a fait d'ailleurs en 2004. Avec la crise économique, qui peut donner 10 ou 15 euros par mois pour adhérer à un syndicat? Vous trouvez légitime cette remarque? Je reviens sur mon histoire de chèque syndical. Quand c'est payé par le patron, le gars le déchire.
il l'empêche pas. Et si les syndicats ne répondent pas à leurs attentes, les syndicats ont un problème de ressources. Il faut arrêter de les financer d'en haut pour qu'ils soient financés par la base. C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est pas vertueux le système actuel. Je répète, on a des syndicats sans syndicats. Non, mais il faut que vous arrêtiez de raconter n'importe quoi sur le financement des syndicats. Sérieusement, la CGT est financée. Du Parlement. Oui, justement, discutons sur la base de ce rapport. Mais la CGT est financée à hauteur de 80% par ses adhérents. Et après, il y a une part effectivement de nos activités. Quand des salariés vont siéger à des réunions dans le cadre du paritarisme, les frais de transport, c'est normal qu'ils soient pris en charge. Les frais de salaire, c'est normal qu'ils soient pris en charge. Sinon, ça veut dire qu'ils n'ont plus de salaire. Non. Thierry Pech, intervenir. Je veux dire, parce que ces accusations sont quand même lourdes, il faut les justifier. Voilà, ça ne suffit pas de les donner dans un micro. Non, je veux dire. Du point, je vous invite à le consulter. Bravo, le site du point, tout va bien, la preuve est rapportée. Le rapport a été mis en ligne. Sérieusement. Vous reprenez tout l'argumentaire du Front National depuis tout à l'heure. Non, c'est pas le Front National, c'est un député centriste, chère madame. Non, madame. C'est de l'amalgame, ça. Oui. Juste finir. Thierry Pech, terminer, s'il vous plaît. Les deux grandes organisations, en tout cas, ont fait des efforts pour rendre leurs comptes publics, les certifier. Et donc il faut quand même saluer ça. Un progrès a été fait dans l'ordre de la transparence, de la lisibilité, de la publicité. Appelons au développement de ces pratiques. Oui, et c'est transparence. Les obligations sont renforcées. La loi vient de les renforcer, ces obligations, et nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé. Donc le seuil pour avoir recours à l'expertise comptable sur les CE a été abaissé. Nous l'avons demandé, nous nous en félicitons. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Ils ont beau défiler. Donnez un chiffre sur la proportion, excusez-moi. Quelle est la proportion de ressources qui viennent des syndiqués? Je vous l'ai dit déjà 3 fois. Officiellement, c'est 5%. Non, et vous dites combien? la CGT, c'est 80%. Bon, donc je ne savais pas qu'il fallait apporter mes comptes. La prochaine on fois, reviendra je sur ce thème. On essaiera de communiquer là-dessus. Oui, Ils ont beau défiler dans la rue, cela n'empêche pas les ouvriers de voter Front National. Que pensez-vous de cette interpellation qui nous vient d'un téléspectateur, en dehors du fait qu'elle est en partie juste? Ça n'a pas l'air de vous inspirer. Hein. Non, mais ce n'est pas les mêmes, surtout, je pense. Les adhérents des syndicats, enfin, j'ai pas d'enquête. Oui, on en a, et vous en avez certainement, mais je veux dire, c'est pas la majorité. En réalité, un des gros problèmes du syndicalisme. Vous avez compris la question. Elle dit la classe ouvrière en France aujourd'hui. Plus d'un ouvrier sur deux vote Front National. Vote aujourd'hui massivement, pas uniquement, mais vote massivement pour le Front National, et pendant ce temps-là, les syndicats sont dans la rue. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les pratiques de défilé et par ailleurs une réalité politique qui est de plus en plus rude, notamment quand on voit justement ces salariés partir dans le vote Front National? Le problème, c'est qu'il y a une crise démocratique très profonde à laquelle il faut répondre, et que là, moi, je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer, avec un vote sur les municipales qui a été une sanction claire, qui n'est pas entendue, et là, de fait, ça incite à sanctionner encore plus clairement. Et le vote Front National, il est vu comme le moyen de sanctionner la politique du gouvernement. Quel est le montant des subventions attribuées aux syndicats et quel pourcentage cela représente-t-il dans leur budget? Alors, vous nous avez dit que 80% du budget de la CGT était financé par ses adhérents, je vous ai bien compris. Voilà. Ça veut dire que les 20% sont des subventions? Pas que, on a des partenariats extérieurs aussi avec des achats publicitaires, voilà, des choses comme ça. Je suis désolée, je ne connais pas les comptes par cœur, mais bon, j'imagine 10 ou 15% éventuellement, mais je n'ai pas de chiffres précis. C'est un vaste débat, mais moi je renverserai les chiffres. 20-25% des ressources de l'ensemble de l'édifice syndical, et pas uniquement de l'échelon national confédéral, 20% viennent des cotisations. Voilà. Le reste viennent des mises à disposition, des moyens financiers, et le rapport Perruchot n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait apporter, mais il est important aujourd'hui de lever le voile que l'on a mis sur le financement des syndicats, y compris à travers les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. Mais c'est bien cette loi de 2008 commence le travail, et c'est important, il faudra aller jusqu'au bout. Un dialogue social est-il possible quand dans notre pays, on a encore une grande partie de la gauche qui rejette viscéralement l'économie de marché? Qu'en pensez-vous, Thierry Pech? Oui, c'est possible. La preuve, c'est qu'à la base, ça se fait tous les jours. C'est sur les questions nationales, interprofessionnelles et les questions qui touchent à la protection sociale que les grandes confédérations n'ont pas toutes, la même philosophie en la matière, et qu'effectivement, il y a une grande confédération qui est celle de Sophie Binet, qui, sur les grandes questions nationales, est moins disposée à accepter les projets de réforme qui lui sont présentés. Sophie Binet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'on parle beaucoup de démocratie sociale. La démocratie sociale, elle se fait à partir des salariés. Et là, le problème, c'est qu'on multiplie les grands-messes, mais par contre, on ne donne pas de droits supplémentaires aux salariés dans l'entreprise pour pouvoir s'organiser et se faire entendre. Le quotidien des salariés, c'est d'abord la discrimination syndicale dans l'entreprise. Ça serait bien qu'on y travaille, qu'on donne de nouveaux pouvoirs. Et on parlait du pacte de responsabilité. Nous, la proposition très concrète, c'est un droit suspensif pour
pour les CE, par exemple, pour les aides aux entreprises. Je vais vous prendre l'exemple très concret de Sanofi, qui distribue 70% de ses résultats sous forme de dividendes et qui a reçu plus de 150 millions d'euros de CICE et de crédit impôt recherche, donc d'aide publique, alors qu'il donne 70% des richesses produites aux dividendes. Dernière question, est-ce parce que les syndicats sont politisés qu'ils perdent des adhérents? Non, c'est parce qu'ils ne rendent pas de service. Pas suffisamment par rapport à ceux qui ne cotisent pas. Si dans les pays scandinaves le taux de syndicalisation est très élevé, c'est pas parce que les syndicats sont proches ou pas proches des partis politiques, c'est parce qu'ils rendent des services. On cotise, on a un service que le non-cotisant n'a pas. Le monde du travail a profondément évolué depuis 30 ans, une désindustrialisation, une individualisation, et donc de fait, c'est ces choses-là qui sont posées par la désyndicalisation. Vous voulez ajouter une phrase? Oui, non, c'est aussi parce que la place qui est faite à la représentation des salariés dans l'entreprise n'est pas optimale. Rediffusion de ce C'est dans l'air ce soir à 22h20. 22h20. Merci à nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. L'invité de C'est Politique ce week-end sur France 5 avec Caroline Roux sera Laurence Parisot. C'est Caroline qui vous accueille lundi et je vous retrouve mardi prochain. Passez donc un très bon week-end sur France 5. C'est dans l'air.